Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé. Et Natacha Polony qui arrive toujours un petit peu en retard, mais qui est là quand même. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Il y avait eu en 1970 le bal tragique à l'Élysée d'Harakiri. Ce matin, le Canard enchaîné le remet au goût du jour et titre Valse tragique à l'Élysée, au moins un mort. Aujourd'hui Bal en tragique France. à Colombey, c'était. Ah, vous avez raison, Harakiri. c'est la mort du général de Gaulle. Exactement. Je me suis fait épingler par Julie. Aujourd'hui en France, fait la liste des derniers soutiens de François Hollande. Autant vous dire que les troupes sont maigres, l'inventaire est vite fait. Côté politique, Michel Sapin, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine et Stéphane Le Foll. Ajoutez-y Catherine Deneuve et Benjamin Biolay pour les people. Et aussi quelques parlementaires. Ils sont moins de 30 prêts à sauter avec Hollande par la fenêtre. Et je suis peut-être même au-dessus de la réalité, tranche un député socialiste. Les sondages non plus ne sont pas avec lui, si l'on en croit la une du Figaro. 2017, Fillon distance le FN, Hollande hors course. Quel que soit son candidat, la gauche serait balayée au premier tour. Pas de quoi décourager Arnaud Montebourg qui affirme en une du Monde la victoire de la gauche en 2017 est possible. Sinon, dans la presse, c'est un inventaire à la Prévert, ou plutôt à la Verlaine. Ainsi, 20 minutes titre Le feu de l'amour et expose le revolver avec lequel il blessa par balle son amant Arthur Rimbaud. C'était en 1873. L'arme est mise en vente aux enchères aujourd'hui à Paris. Voilà pour toi, puisque tu pars, aurait-il dit avant d'appuyer sur la gâchette. La possibilité, ou plutôt l'inquiétude pour une île en une de Direct Matin. Quel avenir pour Cuba ? La Croix nous empêche de détourner le regard de la Syrie. À Alep, la rébellion prise au piège. Quant à Libération, il promet de nouvelles révélations sur un trafic d'État et publie des documents révélant comment 40 tonnes de cannabis ont été importées en France avec la complicité de la police sous couvert de démanteler des réseaux. Je termine avec un braquage en une de l'opinion. Brexit, les Anglais braquent Bruxelles. Sur son dessin, CAC a dessiné Boris Johnson et Theresa May quittant l'hôtel Europa. We are checking out, disent-ils, en emportant au passage les peignoirs, le minibar et le mobilier de la chambre. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Ovation à Bordeaux pour Alain Juppé dans Sud-Ouest, désormais maire à 100%. Il a été accueilli hier pour son retour par les applaudissements des fonctionnaires et des élus. Dans le progrès, mobilisation d'une équipe spécialisée de gendarmes pour lutter contre le vol de marchandises. Avant les fêtes, poids lourds et entrepôts sont des cibles de choix pour les malfaiteurs. Et puis, le train plutôt que la voiture. Les Hauts-de-France et la SNCF veulent convaincre les salariés avec cette initiative que la Voix du Nord résume à la une. Tester le TER gratuitement. Des voyages gratuits que les entreprises peuvent proposer à leurs salariés pour une durée d'1 mois. C'est original ça. L'histoire du jour, c'est un appel à la prudence, Marion. Particulièrement à l'approche des fêtes. Var Matin raconte l'escroquerie dont a été victime un couple de Toulonnais. En septembre dernier, ils réservent sur Airbnb un luxueux chalet à Val d'Isère pour le réveillon. 555 € la nuit, la réservation est validée. Mais lors d'un échange avec la propriétaire sur le site, elle se propose d'envoyer plus de photos sur l'adresse mail du couple. Et c'est là que le pigeon est ferré parce que le reste va se dérouler hors des clous de la plateforme. C'est via un mail imitant les codes d'Airbnb que la réservation est confirmée, que le paiement va s'effectuer. 3 000 € que ce couple ne reverra jamais. Aujourd'hui, il ne décolère pas, d'autant que la même annonce a été aperçue quelques semaines plus tard, toujours sur la plateforme. Mais Airbnb le rappelle dans les colonnes de Var Matin, la règle du numéro 1 de la plateforme, c'est de ne jamais avoir d'échange en dehors du site. Enfin, ce qui est quand même étonnant, c'est que l'annonce soit toujours mise en ligne. Alors qu'elle a été signalée à Airbnb, il faudrait faire un petit peu le ménage quand même. Axel de Tarlet, la Suède envisage la fin de l'argent liquide. C'est dans Libé ce matin, Libération. Voilà, parce qu'en Suède, le paiement électronique ou par carte est totalement roi. C'est que le cash ne représente plus que 2% des transactions. À titre de comparaison, en France, c'est quand Julie va en Suède, juste. Voilà. En France, bah oui. En France, c'est dans les campagnes notamment. En France, c'est 44% le cash et en Allemagne, près de 80%. Donc, si vous allez à Stockholm, les commerçants, bien souvent, vous serez surpris, refusent l'argent liquide. Carrément. Le bus ne prend pas, parce que même pour les petites sommes, toutes les banques suédoises ont développé une application mobile gratuite pour effectuer sans frais des transactions bancaires, y compris entre particuliers. Donc, si vous devez 2 €, enfin 2 couronnes à un collègue de bureau, vous faites ça avec votre mobile, etc. Dans les églises, la quête se fait par
paiement Ça, électronique. Voilà. Et donc, ce sont les banques qui sont à la manœuvre. Et d'ailleurs, elles organisent carrément la fin du cash. Elles sont en train de retirer les distributeurs automatiques de billets. Pourquoi le font-elles ? Elles estiment que la gestion du cash leur coûte très cher. Il faut transporter l'argent, il faut le compter. Vous avez en plus des risques de braquage. Alors, cette disparition de l'argent liquide chiffonne quand même un brin la Banque centrale suédoise, qui est responsable d'émettre la monnaie et de s'assurer que tous les Suédois ont bien accès à l'argent du royaume. Du coup, elle veut reprendre la main et elle s'inquiète notamment pour des questions de confidentialité parce qu'elle dit finalement ces banques commerciales, elles savent toute votre vie avec ce petit logiciel, etc. Et donc la banque suédoise veut émettre une couronne électronique officielle et reprendre la main sur les banques commerciales qui ont pris le contrôle de l'argent liquide. Natacha. La raison, c'est surtout le contrôle, en effet, en particulier pour qu'il n'y ait plus de black, mais c'est aussi de pouvoir utiliser des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire de récupérer l'argent des épargnants pour les forcer à consommer. C'est ça le vrai but. C'était la fin de mon papier, mais j'ai estimé que ça faisait beaucoup d'informations et j'avais eu peur de vous perdre. Mais Natacha, vous l'avez parfaitement expliqué en une phrase. C'était donc possible. À la télé ce soir, un truc étonnant, Instinct primaire, les coulisses d'une élection, c'est à 21h sur C8. Alors vous en avez peut-être marre de la primaire, mais celui-là, il faut le regarder. Il est savoureux. Depuis 18 mois, les journalistes se sont incrustés dans tous les meetings, mais surtout au cœur des réunions préparatoires dans une petite salle de l'Assemblée nationale. Et face à la nouveauté de l'exercice, vous allez notamment entendre Jérôme Chartier, qui est le porte-parole de François Fillon, avouer avoir pris conseil auprès d'un homme de gauche pour savoir comment on organise une primaire. Il a refusé de donner le nom de la personne. C'est pas très grave parce que vous allez quand même savoir de qui il s'agit. J'ai dit à Thierry Solaire que le nombre de bureaux de vote détermine la taille du corps électoral, donc le succès et la puissance de rassemblement que ça exprime, mais ça permet aussi de diversifier le corps électoral. Et par exemple, le chiffre de 10 000, ça vient de vous ? Oui, parce que nous avions eu 10 000 bureaux de vote en 2011. Un indice peut-être ? Salut. Salut Exactement, l'ami, c'est Arnaud. On connaît sa voix, hein, Exactement. Et alors, vous allez surtout comprendre à quel point cette bataille pour déterminer à la fois le nombre de bureaux de vote et leur implantation a conduit aux résultats qu'on connaît aujourd'hui. Alors, plus croustillant, évidemment, ce sont les commentaires des uns et des autres, maintenant qu'on connaît le gagnant. Ah oui. Et alors, en parlant de gagnant, écoutez ce que disait François Fillon il y a un an. La question qui est posée, c'est de savoir si Alain Juppé ne se trompe pas d'élection. C'est une question que je pose, c'est-à-dire s'il n'est pas déjà en train de tenir le discours du premier tour de l'élection présidentielle avant de passer l'épreuve de la primaire. Ça sera quand même d'abord une primaire à droite. Il y a un an, quand il dit ça, il est au fond du trou, François Fillon. Exactement. Alors, vous le verrez, le film regorge aussi de petites phrases assassines. C'est un film qui a été monté et remonté parce qu'en fait, moi, la première version que j'ai vue il y a 3 semaines, elle mettait plutôt en lumière un duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Avec le résultat du premier tour, ils ont remonté le film et ils ont rajouté une dizaine de minutes par rapport à la soirée de dimanche. C'est absolument savoureux et je pense que ça va rester vraiment comme un témoignage de cet événement politique. Ça s'appelle donc Instinct primaire, les coulisses d'une élection. C'est à voir, à ne pas manquer ce soir à 21h sur C8. Merci les amis.